Thomas Brenneck, Jérôme Leroy et Marin Ledin, merci d'être là avec nous aujourd'hui à Gilbert Joseph. Alors, je vais faire une petite présentation très courte de nos trois auteurs ici présents. Donc, Jérôme Leroy, alors je ne vais pas faire la liste de l'intégralité de vos livres parce que sinon les 45 minutes ne suffiront pas. Donc, je vais juste citer votre premier roman qui était L'Orange de Malte, prix du Quartier Latin. Il y avait eu aussi, donc en 2004, Le cadavre du jeune homme dans les fleurs rouges. Vous aviez fait un petit poulpe à vos marques pré-aparté. Et donc les deux romans dont on va plus parler aujourd'hui, qui sont Le Bloc et L'Ange Gardien. Vous aviez aussi fait des romans de jeunesse, donc Norland chez Syros. Quelques nouvelles, donc Dernière nouvelle de l'enfer chez l'Archipel, de la poésie. Donc, en 2006, Déclenchement muet des opérations cannibales. Et en 2010, Un dernier vers en Atlantide. Et des essais, dont un formidable essai sur Frédéric Fajardy. Voilà. Donc Marin Ledin, c'est pareil, je vais pas faire la liste entière des bouquins parce que pareil. Donc du coup, on peut parler de le cinquième clandestin chez Latengo, La guerre des vanités chez Gallimard. Pareil, un petit poulpe, hein, Saint-Jean-Isère, Zone S chez Fleuve Noir. Et donc les deux romans dont on va plus parler aujourd'hui, qui sont L'homme qui a vu l'homme et Au fer rouge. Pareil, vous avez écrit en jeunesse aussi, un écrit dans la forêt chez Syros aussi, Interception, collection de thrillers chez Rajo. Et donc Thomas Brenneck. Donc aujourd'hui, c'est donc pour votre deuxième roman, Les Initiés, qu'on vous reçoit. Vous aviez aussi écrit La fille du Han Hoa chez Rivage, et vous avez fait un formidable essai sur Bercy au cœur du pouvoir. Voilà. Donc le thème de la table ronde aujourd'hui, ce sont les coulisses de la Ve République, puisque vous trois avez parlé de sujets à votre manière sur lesquels notre République aujourd'hui c'est des sujets dont on ne parle pas forcément dans la presse, un peu plus peut-être à Bercy, pour Bercy, mais bon, c'est pas de cette manière-là qu'on en a parlé. Donc ma première question, elle est un peu classique, mais comment est-ce que vous mélangez justement ce qui est réel, ce qui l'est pas? Est-ce qu'à chaque fois vous partez des faits que vous savez, que vous connaissez pour construire le roman, ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez une idée de roman et vous allez vous appuyer sur les faits que vous trouvez? Voilà, de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez. Pour ma part, les deux romans sont partis d'enquêtes journalistiques. Sur Bercy, c'est parti d'une enquête sur le pouvoir du ministère des Finances et notamment l'interaction qu'il peut y avoir entre les hommes politiques et l'administration. Donc c'est une enquête qui a donné lieu à un livre que vous avez là, Bercy au cœur du pouvoir, que j'ai faite avec un autre journaliste, Laurent Fargue. Et une fois cette enquête terminée, j'ai digéré la matière, disons, pendant un certain nombre de mois. Je pense que c'est le temps nécessaire pour que ce qui est réel, journalistique, puisse se transformer ensuite en fiction. Donc en gros, dans Les Initiés, tout le background est peu ou prou réel, c'est-à-dire je pars d'un fait réel qui est la crise des subprimes de 2008 et ses conséquences sur les banques françaises. Tout ce qui est un peu systémique de l'ordre des relations entre le politique et la haute administration, c'est basé aussi sur du réel. Après, les personnages eux-mêmes sont des personnages de fiction. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas parfois inspirés par tel ou tel personnage réel, mais en tout cas jamais à 100% et plutôt à 10% qu'à 100%. Ces personnages donc sont des personnages de fiction et l'intrigue elle-même évidemment est fictionnelle. Moi pour le bloc, c'était directement inspiré de la résistible ou irrésistible, je ne sais pas, ascension d'un parti d'extrême droite depuis 30 ans. Effectivement, souvent on me dit il y a une somme de documentation importante, oui et non, parce que de fait j'ai plutôt raconté, j'ai pas raconté, mais je me suis inspiré d'une expérience militante qui remonte en gros, qui a commencé avec
les premiers scores de ce parti, c'est-à-dire vers 83-84. Donc en fait, on était pas mal à suivre de très près ce qui se passait là. Ça n'a pas changé grand-chose au problème d'ailleurs, mais et du coup, effectivement, on se retrouve au bout de 25 ans pratiquement avec un nombre avec beaucoup de souvenirs, de données, etc. Donc effectivement, on confirme en se redocumentant, mais l'essentiel était des choses entre guillemets vécues. Donc ça a permis effectivement d'aborder ça en prenant le point de vue, j'y tenais, le point de vue de l'intérieur, c'est-à-dire de prendre comme narrateur deux militants de ce parti. Et puis pour l'Ange Gardien, c'est un petit peu différent, c'est plutôt une intuition qui était que peut-être, enfin, si on prend l'aspect politique du roman plus que son aspect amoureux, parce qu'il y a ça aussi, mais bon, c'est la coulisse de la 5e, donc je vais jouer le jeu. C'est l'intuition que qui sait s'il n'y a pas eu en France ou s'il n'y a pas en France l'équivalent de ce qu'on a appelé en Italie une loge P2, qui a réellement existé, c'est-à-dire que j'appelle l'unité dans le roman, mais qui consiste à ce que une partie du monde journalistique, du monde politique, certains services plus ou moins occultes aient des intérêts communs à un moment donné et s'organisent de manière à mener la politique qu'ils ont envie de voir mener, à faire mener la politique qu'ils ont envie de voir mener. Voilà. Le point de départ, pour moi, c'est plutôt une question en général autour là, en l'occurrence, sur L'Homme qui a vu l'homme et sur Au fer rouge, qui traite de la question basque. C'est plus la question de la sécurité, la question de qu'est-ce que c'est que ce marché de la peur qui naît aujourd'hui, qui se traduit dans les urnes, par exemple dans les romans de Jérôme, qui se traduit par l'augmentation des sociétés de sécurité, de la vente d'armes, etc. Les caméras de vidéosurveillance jusque dans votre salon. Donc je pars d'une question comme ça, et ensuite il y a un thème qui va surgir à un moment donné. Là, en l'occurrence, c'était la question basque, qui me semblait, à un moment donné, au début des années 2000, être un élément qui pouvait éclairer, cristalliser un petit peu ces questions-là. Et donc je me documente beaucoup dessus, mais je ne fais pas un travail de journaliste parce que je ne suis pas journaliste. Je fais un travail un peu de sociologue parce que j'ai été sociologue dans une autre vie. Mais c'est surtout pour connaître à fond le sujet, pour ensuite m'en débarrasser totalement, pour écrire un roman. Parce que mon métier, c'est d'écrire des romans. Et donc de construire des personnages et ensuite de travailler sur la musique de l'écriture, etc., pour éclairer cette question du départ. Mais c'est pas dans un souci de réalisme, c'est plutôt dans un souci de proposer un angle qui va être suffisamment pertinent parce que je connais très bien la question. Et on ne parle jamais aussi bien d'un sujet que quand on a pris un peu de recul, comme disait Thomas Bronek tout à l'heure, sur les faits, quoi, finalement. C'est-à-dire prendre un certain nombre de faits, et ce que ne pourrait pas faire un journaliste, ce que ne pourrait pas faire un essayiste, c'est tisser des fils entre ces faits et dessiner des éléments de cohérence qui du coup deviennent romanesques, mais qui peuvent avoir un écho dans le réel après. Alors l'autre question qui est au cœur de vos trois romans, vos personnages à chaque fois ont quand même une profondeur, etc., une existence assez forte. Du coup, est-ce que vous pensez d'abord, pour les passages secondaires, déjà, on repère assez bien qui est le who's who assez facilement de qui est qui, que même s'ils sont imaginaires. Par exemple, le personnage du banquier dans Les Initiés, si on connaît un peu le monde de la banque, on voit qui c'est. Voilà, dans le domaine politique, on a un peu repéré, etc. Pareil, dans les romans de marins, il y a quand même c'est pas des noms qui sont cités, mais des positions politiques, des positions militaires. Vous avez jamais eu, alors d'abord dans les personnages secondaires, de pression à un moment donné quand vous sortez vos romans, ou quand vous faites le blog par exemple, ou après Les Initiés, sur des gens qui se reconnaissent, des gens qui sont reconnaissables quand même. Vous avez jamais eu un contre-feu derrière après? Bien sûr qu'il y a des pressions, mais la pression principale, c'est celle qui consiste à s'interdire soi-même d'écrire sur ces sujets-là, sous prétexte qu'ils sont politiques, et que donc, quand on fait du polar, on ne peut pas traiter de sujets politiques. C'est pas pour autant que nos romans sont des romans politiques. Simplement, voilà, on devrait évacuer ces questions-là. À partir du moment où on saisit de sujets d'actualité un peu sensibles, forcément, on devient des auteurs engagés. Et engagé, c'est un espèce de gros mot qui fait référence à l'histoire du néopolar, notamment, etc. Et donc,
c'est cette pression-là, à mon avis, qui est la plus importante. Parce que recevoir des lettres d'avocat, recevoir 2-3 coups de fil, parfois un peu tard le soir, le samedi soir, à la limite, c'est au contraire, c'est plutôt stimulant. Ça veut dire que quelque part, on est sur un sujet ou sur un angle qui est intéressant et qui va peut-être apporter quelque chose de plus, un supplément d'âme à notre travail. Pour le blog, j'ai pu sentir une certaine nervosité du côté du service juridique de Gallimard. Ça, c'est évident. Il y a des choses qui ont été floutées, voilà, qui ont été un petit peu une prise de distance. D'une certaine manière, au début, je l'ai assez mal pris parce que je me suis dit finalement, c'est une forme de censure en amont. Puis après, ça donne peut-être un côté justement plus intemporel au roman. Mais enfin, il est évident que Marin touche quelque chose qui est, moi, qui me semble, quand il parle de lettre d'avocat, par exemple, qui me semble incroyable aujourd'hui, c'est le fait que même le roman est judiciarisé. Enfin, la judiciarisation qui est très à l'américaine maintenant atteint même le domaine du roman. Donc ça commence à poser un certain problème, surtout si les romanciers que nous sommes, qui sommes plutôt des romanciers noirs, si je définis au sens large, par définition, on a tendance quand même à s'intéresser à ce qui fait mal dans le réel, je dirais au point de contracture. Et donc le fait qu'il y ait comme ça cette judiciarisation fait que, oui, d'autant plus que c'est très juste que oui, parce que si les personnages principaux sont purement fictionnels, il est vrai que beaucoup de nos personnages secondaires sont effectivement des clés, hein, qu'on a pu changer plus ou moins, mais sont des clés. Voilà, donc oui, j'ai une certaine nervosité juridique, on va dire. Voilà. Le monde de la banque et de la finance auquel je me suis intéressé dans ce livre est c'est un monde qui n'aime pas trop la lumière, donc moi j'ai pas eu de pression sur ce livre, j'ai rien senti de tel. Je pense parce que j'ai veillé en amont à rester bien dans la fiction. J'ai pas rencontré le type de problème qu'a pu avoir Jérôme, je pense au moment de l'écriture du bloc où il collait de façon beaucoup plus proche à ce qu'avait été la réalité. Voilà. Après, pour l'enquête journalistique, c'est autre chose, mais c'est deux problèmes différents. Moi, sur le roman, j'ai plutôt des retours là en ce moment c'est assez marrant d'ailleurs, de hauts fonctionnaires qui, qui trouvent que le bouquin est plutôt bien et justement pas caricatural. Donc ça fait plutôt, je sais pas trop quoi en penser en fait. Mais Et pour revenir justement sur les personnages principaux, qui sont très attachants, parce que justement, ils sont quand même entourés de gens qu'on n'a pas forcément envie d'avoir comme amis. Et justement, ces personnages principaux, ils ont une âme. Est-ce que vous mettez à chaque fois, est-ce que vous les faites parler à votre place? Est-ce que vous vous inspirez de personnes que vous connaissez vraiment pour les créer? Ou est-ce que c'est vraiment complètement imaginaire? Enfin voilà, ce personnage du, de l'adjoint du ministre est assez touchant parce qu'à un moment donné, vous leur donnez une certaine naïveté aussi à ces personnages. Ils sont tous entourés de requins et puis ils font passer agneau au milieu de tous ces requins. Bon, pour Jérôme, un peu moins, d'accord. Ok. Quoique la jeune femme qui est sous protection de son ange gardien, oui, elle a aussi une certaine naïveté quand même. c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que évidemment pour toute la partie un peu CV, activité professionnelle des personnages, c'est beaucoup inspiré plus du côté journalistique et donc public. C'est un peu là où je suis allé puiser. Après, évidemment, j'ai pas voulu que mes personnages se réduisent à cette partie professionnelle. Donc ils ont une personnalité, une intimité, des failles, des zones d'ombre. Et là-dedans, évidemment, on va puiser dans quelque chose de plus intime, plus personnel, mais aussi dans ce qui a pu sortir sur des zones d'ombre de politique, ou même s'inspirer de gens qu'on a pu rencontrer qui sont pas forcément de ce monde-là, mais voilà, c'est vraiment, je pense, une matière qui est digérée. Puis moi, je saurais même pas dire comment le processus se fait après, mais je me dis,
enfin, ça vient presque naturellement, quoi. Mais moi, quand je commence à écrire, je connais pas forcément l'intimité complète de mes personnages. Ça peut venir après, quoi. Et donc à ce moment-là, je suis obligé de réécrire tout ce que j'ai écrit avant. Oui, enfin moi que ce soit pour le bloc ou l'Ange Gardien, c'est quand même pas des gens très fréquentables. Je décide soit de les faire soit de les faire parler à la première personne, soit de d'être tellement dans une narration qui fixe le personnage que c'est comme s'il parle, enfin, d'une certaine manière, comme s'il parlait à la première personne. En fait, ce qui me semble intéressant, mais c'est tout le boulot de l'écrivain aussi, c'est que précisément, nous avons affaire à des êtres humains qui ont moi, je crois pas qu'il y ait de monstres, par exemple. Je crois qu'il y a des comportements monstrueux, mais je crois pas qu'il y ait de monstres. Donc, c'est tout le pari. Enfin, c'est ce que j'aime aussi. C'est parce que c'est aussi une forme d'exorcisme de ses propres zones d'ombre à soi. C'est être capable de faire parler des monstres. Voilà. Enfin, pas des monstres, de faire parler des gens qui ont des comportements monstrueux, mais qui sont terriblement humains par ailleurs. Et c'est peut-être ça aussi une définition possible du roman noir. Alors, en complément, parce que je souscris totalement à ce qui vient d'être dit, ma démarche est un peu différente dans le sens où je pars vraiment d'une question et ensuite je vais construire les personnages, y compris en faisant des biographies très détaillées de ces personnages-là, pour définir ensuite la structure du roman. C'est-à-dire comment ces personnages-là, à un moment donné, vont me permettre de répondre à la question que je me pose. Je vous donne juste un exemple pour éclairer. Dans un roman qui s'appelle Les visages écrasés sur la question de la souffrance au travail, ce roman-là, je l'ai porté pendant des années et des années. Il y a eu un personnage principal de flic au début qui enquêtait sur des suicides, un meurtre en entreprise, sur une plateforme téléphonique. Puis après, ça a été un syndicaliste. Et au final, il y a eu une rencontre avec une médecin du travail qui, à la fin d'un entretien assez long, a fini par me dire que des fois, elle trouvait que certains patients étaient tellement en souffrance, elle savait que ça allait mal se terminer, elle était impuissante face à ça, et elle a dit à mots clairs, et elle l'a regretté aussitôt qu'elle l'a dit, mais pourquoi je les aiderais pas à mourir, quoi. Il y a un moment donné, ça serait presque la solution pour abréger leur souffrance. Et là, il y a ce personnage qui naît, et je réécris toute l'histoire du roman ensuite sur ce personnage de médecin du travail qui décide de tuer un salarié pour abréger ses souffrances, et puis pour surtout faire parler de cette question de la souffrance au travail et de la mécanique qu'il y a derrière. Et donc c'est vraiment le personnage qui est une pure fiction, qui est totalement artificielle. En plus, pour le coup, j'ai pas d'exemple sous la main de médecin du travail qui tue des salariés. Mais simplement comment ce personnage-là, forcément excessif, va éclairer la thématique qui est traitée. Et c'est ce qui donne d'une part son humanité, parce qu'il va falloir lui trouver des motivations, il y a tout un schéma explicatif, ça peut pas être totalement irrationnel, même si les actes sont monstrueux. Voilà, comment à un moment donné tout ça s'explique et quelle est la logique sous-jacente à tout ça, quoi. Voilà. Alors, justement, vous parliez de roman noir, vous parliez de néopolar tout à l'heure aussi, justement. J'aimerais rebondir un peu là-dessus. Les néopolars, principalement, justement, on lui a fait un peu le reproche d'ailleurs d'être très ancré politiquement, à gauche. Est-ce qu'à un moment donné, justement, vos bouquins ne sont pas des bouquins politiques, enfin, c'est ce que vous dites. D'un autre côté, ils s'inscrivent quand même dans une réalité politique au sens de la vie de la cité. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, est-ce que vous vous détachez complètement de vos propres pensées, ou est-ce que du coup elles orientent complètement votre écriture, comme dans le néopolar et comme Manchette le faisait et comme tout ça? Moi, je considère que Les Initiés n'est pas un roman engagé politiquement. C'est un roman sur ce qu'est la politique aujourd'hui. C'est un regard sur ce qu'est la politique aujourd'hui. Mais c'est un regard qui est basé sur sur du réel pour moi. Et donc, je ne juge pas mes personnages. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Il n'y a pas de gens qui ont une bonne pensée politique et d'autres une mauvaise pensée politique. Je constate en fait ce qu'est aujourd'hui le monde politique, ce que peut être sa proximité avec le monde de la finance, même si j'aime pas trop ce terme parce qu'il regroupe des réalités très différentes. En tout cas, les proximités qu'il peut y avoir entre l'intérêt public et les intérêts privés. Mais moi, je réfute l'idée que j'écris un roman de gauche, par exemple. C'était pas du tout mon intention, et je pense que le résultat, c'est pas du tout ça. Je laisse le lecteur se faire sa propre idée à la lecture
du roman, se faire sa propre idée sur ce que raconte ce roman. Et à la limite, je trouve que faire rentrer un prisme politique dans l'écriture d'un roman, c'est déjà avoir une vision un peu idéologisée de la réalité, et donc déformer cette réalité. Moi, au contraire, j'essaie de coller au plus près de ce que je constate, du factuel. Je pense que c'est une déformation de journaliste, mais je ne prends pas parti sur ce que je mets en scène. Moi, je souscris largement à ce qui vient d'être dit. Le meilleur exemple, c'est qu'avec le bloc, ce que j'ai essayé de faire, c'est pas un roman antifasciste au sens classique du terme, dans la description puisque précisément, et puis certains ont pu presque me le reprocher en disant qu'il y avait un risque d'empathie, c'est de prendre le point de vue justement inversé. Je pense que c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, le rôle de l'écrivain, c'est de prendre le point de vue justement qui m'évite d'idéologiser la chose en disant il y a des bons et il y a des méchants dans cette histoire. C'est au lecteur de décider. Voilà. En revanche, sans fausse naïveté non plus, il est évident, y compris chez Thomas, mais chez Marin, c'est avec, si on regarde les choix des sujets de Marin, que ce soit les dangers des technologies de surveillance, la façon dont il y a un terrorisme d'État, enfin des choses dont je me sens très proche aussi, ou Thomas, le monde de la finance, ou en l'occurrence, moi aussi sur le fonctionnement secret occulte de la façon dont certaines démocraties se mettent à fonctionner. Le simple fait qu'on choisisse ces sujets-là ne dit pas qu'on est porteur d'un catéchisme, mais en tout cas qu'on a envie de parler de certaines choses qui, en elle-même déjà, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire croire que, autant je trouve que la figure de l'écrivain engagé avec son catéchisme portatif, c'est un tue-l'amour en littérature, quoi, vraiment. Autant il ne faut pas non plus être naïf si on a choisi le roman noir ou si le roman noir nous a choisi d'une certaine manière, c'est parce qu'on a envie de parler de choses qui précisément, disons, sont déplaisantes à entendre. Je veux dire, la façon dont la finance, l'extrême droite, le terrorisme d'État fonctionne aujourd'hui, où on essaye de cerner tout ça, ou en tout cas de le faire de manière effectivement avant tout romanesque. N'empêche que le choix de ces sujets-là, d'une certaine manière, sont déjà en eux des choix politiques, même si ce ne sont pas, même si j'espère que le roman lui-même, les romans eux-mêmes restent ce qu'ils sont, des romans. Mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans une autre naïveté qui est de croire que on serait totalement dégagé non plus. Voilà. Pas mieux. Il n'y a pas plus beau, pas mieux sur le fait que on essaie justement d'être le plus objectif possible dans la démarche, dans la manière très factuelle de décrire les faits, mais sans pour autant être naïf. Effectivement, d'abord, on a une part de subjectivité, c'est évident, et notamment par le choix des sujets. Moi, il n'y a pas de plus beau compliment sur L'Homme qui a vu l'homme et sur Au fer rouge quand je reçois un courrier de militants basques qui me disent bravo, je ne sais pas comment vous faites, vous devez avoir des origines basques, vous avez bien senti le sujet, et quand dans le même temps j'ai le même compliment venant d'un flic qui bosse à l'antiterrorisme à Bordeaux. Bon, là j'ai l'impression que j'ai bien fait le boulot finalement. Si les deux opposés sur le même échiquier arrivent à se retrouver dans ce que j'ai décrit là, c'est le boulot. Mais prétendre à la neutralité, c'est peut-être mon petit côté sociologue, c'est un vain mot à mon avis. Alors pour élargir un tout petit peu le débat sur au-delà parce que c'était le thème de la table ronde, mais enfin on peut aussi un peu en sortir. Juste vos références littéraires, ça c'est une question que je pose à toutes les personnes que je reçois ici. C'est pour vous, enfin quels auteurs de romans noirs vous ont formé, vous ont inspiré, parce que voilà, ça permet aussi de créer des ponts entre les générations, entre les gens, etc. Donc si vous deviez me donner vous chacun un ou deux auteurs qui vous ont marqué et qui ont fait que vos romans sont ce qu'ils sont aujourd'hui, je vous laisse la parole. Ouais, on pourra en citer à peu près 250. Je vais citer les deux seuls qui n'ont, je pense, aucun rapport avec mon univers. C'est un premier qui m'a marqué dès l'adolescence, qui s'appelle Erskine Caldwell, qui est pour moi un des pères du roman noir, un contemporain d'Achille Hammett, avec des bouquins comme Le Doigt de Dieu, le Petit Arpent du Bon Dieu, La Route au tabac. Donc c'est écrit dans les années 30, 40, je crois.
Et puis un auteur plus contemporain qui me fascine, qui est décédé il y a quelques années, mais qui me fascine, qui s'appelle Harry Cruz, voilà, qui est aux antipodes de ce que j'écris, mais Body ou Car voilà, ou Nu dans le jardin d'Éden, je ne sais pas ce qui a été écrit de mieux sur la nature humaine. Moi, ce serait Sophocle et Manchette, parce qu'en fait, effectivement, si Sophocle, il y a déjà tout. D'ailleurs, je plaisante qu'à moitié, puisque la série noire avait sorti un Oedipe roi en traduction moderne directement en série noire. Effectivement, c'est quand même une histoire de sexe, de pouvoir, de désir. Donc, ce n'est qu'une demi-pirouette. Manchette, parce que effectivement, je pense que je, je me mets, faut pas être sous influence directe non plus, mais moi, je suis pas sûr que j'aurais eu envie de. Enfin, ça a peut-être été un parmi ces gens vous savez, qui déclenchent l'envie d'écrire. Alors, parfois, votre univers a un rapport avec le leur, mais avec 30 ans d'écart, c'est le cas pour Manchette. Mais voilà, donc. Et puis bon, mais pour des raisons très amicales aussi, un autre auteur du néopolar qui est hélas décédé, qui s'appelle Fajardi. Voilà. Pour moi, à la base, je pense que les auteurs qui m'ont donné envie d'écrire, c'est des auteurs très classiques, Zola, Camus et Marguerite Duras. Pour ce qui est du roman noir, ce qui m'a fait venir au roman noir, c'est une bibliothèque dans un petit village du Vietnam où c'était le seul endroit où je pouvais trouver des livres en français alors que j'avais éclusé toute ma cargaison. Et je saurais même plus dire en fait de quels auteurs il s'agissait, mais il y avait que des polars dans cette bibliothèque en français, donc j'en ai lu quelques-uns. Et à la base, je me suis dit que je voulais écrire ça parce que je trouvais ça euh, à la fois divertissant à lire et avec une profondeur sur des mondes, les mondes qui étaient décrits. Et j'ajouterais juste sur le roman noir, je pense que avant ça, j'avais évidemment lu des polars ou des romans noirs avant cette histoire de bibliothèque. L'auteur qui m'avait le plus marqué et que je relis régulièrement, et il n'y en a pas beaucoup que je relis régulièrement, c'est Sébastien Japrisot, notamment L'été meurtrier ou ses premiers romans, les scénarios aussi qu'il a écrits directement pour le cinéma que je trouve très bons. Bon, parce qu'il nous reste un peu de temps, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions à nos auteurs? On a un micro. Il y a Val McDermid, qui est une auteure de thriller écossaise, qui a dit il n'y a pas longtemps que le roman policier, le roman noir était plutôt de gauche et le thriller plutôt de droite. Qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une connerie? Non. Ouais, non, j'ai un avis très personnel sur la question, c'est que pour moi le thriller c'est pas un genre, c'est une technique d'écriture et qu'il y a de très bons romans noirs et notamment en français aujourd'hui, d'auteurs de romans noirs qui utilisent la technique du thriller, qui est pour moi juste une technique d'écriture. Voilà, je sais que c'est pas forcément partagé comme avis parce que on estime qu'il y a un genre thriller basé sur le suspense, le cliffhanger, etc. Il y a toute une mécanique. Pour moi, c'est une mécanique qui est plus une boîte à outils qui peut être utilisée par le roman noir, par le roman policier. Et la liste est longue, quoi. Caril Ferret, pour moi, c'est un auteur qui fait du roman noir et du thriller en même temps, et ça pose aucun problème. Le plus drôle, c'est que cet auteur est auteur de thriller plutôt franchement de gauche. Donc voilà. Après, les catégorisations, droite ou gauche, je sais pas ce que Ouais, ça mais veut dire. Par contre, on peut peut-être dire que la spécificité du roman noir par rapport au roman policier, au sens classique du terme, c'était précisément que le roman policier, c'est toujours un retour à l'ordre à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une perturbation temporaire qui est le meurtre, et puis il y a un retour à l'ordre à la fin. Alors que le et ça part, le roman policier part quand même souvent du principe que le monde va bien, enfin, ou en tout cas le monde est normal et qu'il est perturbé par un incident. Le roman noir, lui, estime que ça va mal dès le début et ça va en général pas plus mal à la fin du roman. Donc il n'y a rien qui n'a été résolu. Alors après, est-ce que après à vous de dire si c'est, enfin, ou à Val McDermid si c'est de droite ou de gauche, ce que je sais, c'est qu'effectivement le roman policier est assez anxiolytique, quoi. On revient à la fin, tout est bien. Le roman noir, c'est jamais franchement ça, voilà.
Et sinon, je suis tout à fait d'accord avec Marin, je n'y avais pas pensé sous cet angle-là, mais effectivement, on peut avoir recours ponctuellement à des techniques d'écriture qui sont celles du thriller. Oui. J'avoue que je me suis jamais posé la question. Donc je suis en train de repenser à des thrillers que j'aurais pu lire qui pourraient être de droite, mais j'en trouve pas. Donc. Son argument, c'était grosso modo que le thriller se place d'un point de vue individuel, du point de vue de l'individu, alors que le roman noir et le polar se place plutôt du point de vue sociétal, social. Il y a d'autres questions? Bon, bah, merci beaucoup. Et puis, bah, on va pouvoir commencer la séance de dédicace. Merci beaucoup.